J'ai invité Laurent Tagouro, directeur du département Apprendre, à présenter son sujet sur l'IA. Et vous allez voir qu'il ne s'est pas privé de l'utiliser pour réaliser sa présentation. Merci Grégory, en plus il fait du spoiling. Ok, donc voilà vos questions. Donc, on va commencer aussi par un petit questionnaire. Enfin, une question en fait, c'est pas un questionnaire. C'est presque pour ma gouverne personnelle. C'est voilà. Quels mots vous viennent à l'esprit? Et après, quand vous pensez à l'intégration de l'IA dans l'éducation. Voilà. Alors, je me sens un peu comme un magicien qui va lire un peu dans vos pensées. Normalement, ça devrait tomber sur quelque chose, mais je pense que ça va pas forcément être ce que j'attends. Donc, on verra. Donc là, c'est plutôt un nuage de mots, hein, c'est pas des stats, si c'est effectivement ce qu'on va avoir. Ah oh. Non, c'était pas ce que j'attendais. Alors, triche. Ouais, ok. Plagiat. Des choses qui ressortent. Ça bouge dans tous les sens. 47 réponses. Ok. Bon, c'est bon, je pense on peut stabiliser, si c'est possible. Tu, mot, ouais, aide. Paresse intellectuelle, ok, ouais. Voilà, c'est un peu, il y a un petit peu de côté polémique. Ok, c'est pas du tout ce que je me disais que j'allais avoir, donc c'est super parce que en même temps j'étais prêt. Ok, bah vous avez déjà un petit peu ces idées. On y reviendra peut-être au niveau de la discussion, s'il y a des questions et si ça, on peut aborder ça. Donc là, bah, je vais rentrer dans ma présentation. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Grandjean, ce qu'on peut faire, ça dépend aussi. Enfin, le rôle qu'on va jouer, il va aussi s'adapter aux circonstances. Donc là, moi, je suis la dernière présentation, donc je pense que vous commencez à être un petit peu voilà, commencer à lorgner du côté des plateaux repas. Donc, il faut que j'adapte cette présentation un petit peu à cet état d'esprit. Alors, j'ai pris plein d'angles. Je vais vous en donner quelques-uns. Je l'ai fait un peu façon Pirandello. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il a une pièce. Ce soir, on improvise. Alors, on voit les comédiens préparer le spectacle. Donc, ils alternent entre deux mondes. Donc là, je l'ai fait un peu façon Pirandello, toute proportion gardée, bien modestement, puisque, comme l'a dit Grégory, j'ai utilisé aussi l'IA, donc je me regarde un petit peu préparer quelque chose qui utilise, et c'est le sujet aussi un petit peu de ce que je traite. Donc, j'ai compris qu'il fallait appuyer sur le bas. Il n'y a pas mon titre, par contre. Ah, on m'a bouffé mon titre. Ah, les voyous. J'étais fier de mon titre. Donc voilà, ce soir on improvise. Donc on y est, enfin ce midi on improvise. Moi j'avais un titre et j'avais effectivement dit que je m'étais fait aider par l'IA. Donc j'avais mentionné ChatGPT et GPT en anglais et Gemini. Voilà. Et on m'a enlevé mes trucs. Je suis ok. Donc, l'intégration de l'IA, elle va modifier, et là, on repart sur l'idée que on a un abord pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de moi plus tard dans le monde professionnel, moi en tant qu'étudiant ou même moi maintenant en tant que futur protagoniste de cette tendance qui va être de former aussi et d'entraîner les étudiants à utiliser cet outil. Donc ça part bien de là. Alors malgré tout, je vais revenir un petit peu en arrière. L'idée pour bien comprendre ça, c'est alors je vais les opposer, mais il y a une continuité, mais c'est plutôt pour caricaturer un petit peu les choses. Deux modèles pédagogiques
qu'on a utilisé, moi j'ai été formé avec le premier, donc le modèle en silo, et ça a été très très bien. Il ne s'agit pas de faire d'anachronisme. De toute façon, on n'avait pas l'IA, donc on faisait avec ce qu'on avait. Et puis une approche par compétence, donc ce qu'on appelle l'approche par compétence, que moi j'assimile aussi à un cadre de transformation. Alors, si, encore une fois, on fait un peu dans le caricatural, hein, si on doit regarder ce que c'est que le modèle en silo, ben, on a ces cours TDTP qui nous permettaient d'assimiler et puis d'appliquer un petit peu les choses. Il y a une importance, à mon avis, un peu prépondérante du savoir académique, c'est souvent ce qui est mis en évidence. C'est des évaluations qui sont plus construites sur la restitution des savoirs. Et finalement, si je me projette un petit peu, c'est quelque chose qui ne permet pas tant que ça de prendre en compte toutes ces transformations qu'on est amené à vivre actuellement. Alors j'ai mis numérique. Et puis ça prend pas forcément non plus en compte ce qu'on a largement commenté, les habiletés socio-cognitives. Alors moi j'ai appelé ça aptitude comportementale. Peut-être que désormais je mettrai habileté socio-cognitive. Comment j'ai voulu illustrer ça? En fait, voilà, quand on veut apprendre à planter des clous, on nous parle d'abord d'une planche, après d'un clou et après d'un marteau, et on va expliquer ce que c'est qu'un marteau, on va expliquer ce que c'est qu'un clou, et peut-être que à la fin, on va essayer de planter des clous et de faire quelque chose avec ça. Donc c'est un petit peu une vision pour illustrer ça. Et donc, ces limites-là qui nous amènent finalement à rentrer dans le cadre de l'APC et à revenir à des choses un petit peu différentes ou à évoluer vers des choses différentes, c'est que finalement, on va avoir de plus en plus de mal dans un monde qui devient de plus en plus complexe à appréhender des situations. Alors tout à l'heure, on a dit systémiques, il y a le mot holistique aussi que j'aime bien. Enfin voilà, on a des visions assez complexes et des choses qui évoluent en permanence. Et donc, on est finalement faiblement adapté aux évolutions technologiques et de transformation sociétale. Alors, c'est pas à jeter, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis un produit de ce monde-là. Hein, il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce qui a peut-être évolué et qui a érodé aussi cette qualité inhérente à ces modes de formation? C'est, je pense, en partie lié au fait qu'il y avait, ça a été mentionné, je crois que c'est par M. Grandjean, il y avait la côté avant. On vivait dans un monde qui était assez incroyable, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il y avait la vie à l'école, au lycée, classe prépa, etc. Mais à côté, on démontait des mobylettes, on allait dans les champs, on faisait des foins, on avait des tas de trucs, on construisait des cabanes, on faisait des choses qui sont moins permises par le monde actuel. Donc le monde est plus complexe et il ne permet pas forcément ces expérimentations en liberté. Donc on compensait finalement cette rigueur un petit peu et cette focale qu'on avait avec les formations par une vie à côté qui permettait aussi de développer ces aptitudes. Donc là, c'est moins permis dans ce monde-là, donc il faut aussi reconstruire quelque chose qui, de mon point de vue, le permet. Donc finalement, on est peut-être pas très prêt pour ces outils automatisés de type intelligence générative. Et ça nécessite forcément, à un moment donné, ces choses-là qui reviennent. Alors j'attendais en fait le mot critique à un moment donné. Alors il était peut-être masqué dans les mots qui étaient là, mais souvent, quand on parle TEDS, quand on parle IA, il y a souvent le mot analyse critique qui revient. Et donc, ça nous oriente vers le développement d'aptitudes, d'analyse et de choses qui sont liées à nos aptitudes comportementales. L'approche par compétence, elle de mon point de vue, elle met plus en évidence effectivement la finalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devoir faire. Et notamment, on l'intègre par le biais des situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc là, plutôt que d'apprendre directement un marteau, un clou, une planche, j'ai pris l'exemple d'une cabane à oiseaux, c'est juste pour supporter un peu le principe qui sous-tend un petit peu ces méthodes. Là, on va plutôt utiliser des situations
et on va analyser ce dont on a besoin. Ce faisant, on a une situation déjà qui est un peu intégrative, donc on va déjà regarder un petit peu de ce doute on va avoir besoin, donc on est sur la tâche finale, et puis on va petit à petit amener les éléments dont on a besoin. Et notamment, on va amener ces dynamiques d'aptitude comportementale, d'aptitude sur la pensée critique, sur la créativité, sur l'autonomie, etc. Donc on donne une place plus importante qu'on l'avait avant au développement de ces aptitudes. Donc ça, c'est l'aspect important. Donc, qui est sous-tendu par ces aspects-là. Et l'évaluation, comme c'était dit tout à l'heure, elle va se faire en situation réelle. Et on ne va pas inférer le fait que si on est bon en marteau, en clou, en planche, on va devenir bon en nichoir. Voilà. Donc c'est quelques éléments d'appui pour brosser, pour moi, ce qui diffère dans un mode de formation et dans l'autre, différents modèles de formation. L'avantage pour moi que ça présente de développer cette approche par compétences, eh bien, c'est que on va tirer en fait par justement le fait qu'on analyse ce qui se passe dans le monde professionnel, les besoins et les situations d'apprentissage, les compétences, ce qu'on a mis en évidence. Découle en fait de ce contexte-là de comment on va construire un petit peu et développer tout ce qui va être nécessaire d'acquérir par un étudiant. Et donc, ça permet aussi d'intégrer directement et assez souplement, et on a tout à l'heure parlé d'actualisation régulière, de s'adapter régulièrement en fait aux évolutions de notre monde, quelle qu'elle soit, j'aurais tendance à dire. Là, on en a vu au moins 3, mais la 4e, elle arrive aussi, on ne sait peut-être pas encore. Bon, souvent, quand j'en suis là, je parle un petit peu, et pour titiller, là, on nous dit qu'il faut passer en économie de guerre. Bon, peut-être qu'il va falloir intégrer des choses en lien avec la guerre. C'est un peu dommage, mais je préfère la vision promue par Ingrid, qui disait on forme plutôt des agents de paix avec ce type de considération. Mais globalement, vous voyez que l'idée, c'est que ces modes de formation intègrent effectivement toute cette dynamique possible et cette adaptation régulière qu'on peut avoir, sans changer le cadre initial. Comme l'a dit Bernard, on va changer une compétence. C'est vraiment quelque chose, un métier qui change, pourquoi pas, mais régulièrement, on n'a pas besoin de changer les compétences. Et donc, ça nous prépare mieux aux transformations numériques. Donc, puisque là, l'IA, c'est pour moi, ça découle de cette transformation numérique. Parce qu'on parle de l'IA, mais en fait, on est dans un monde qui est complètement changeant d'un point de vue des outils numériques qu'on met en place. Pour moi, l'IA, c'est pratiquement la partie émergée de l'iceberg. Et donc, on va aussi développer des capacités à valider, ou contester les résultats justement de l'IA. Et c'est un peu ça qui est un peu sous-jacent quand on va utiliser l'IA. Et donc là, j'ai illustré, parce que si on veut faire des nichoirs, voilà, on a déjà un peu une expérience, on sait à peu près comment ça marche, on peut interroger. Donc là, j'ai demandé à l'IA de proposer des façons de faire des nichoirs. Et donc, je peux regarder ce qu'elle me propose, alors avec 2 trous ou pas de trous. Voilà, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent moins bien. Voilà. Et donc, je peux le faire. Avec un marteau, un clou et une planche, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Alors, on est obligé de passer par là aussi, de dire qu'est-ce que ça va évoluer. Tout à l'heure, il y a Christian qui a évoqué un peu ses inquiétudes. Oui, on peut en avoir, dans la mesure où notre métier est clairement en train d'évoluer. Par le biais de l'APC intrinsèquement, déjà, l'APC contient effectivement ces aspects d'évolution. Et là, il y a la dimension IA, donc, qui arrive, qui va nous appeler. Bien sûr, il faut maîtriser un peu de TEDS, un peu d'internationalisation, un peu d'IA. Et ces choses-là nous touchent à la fois parce qu'on doit transmettre ces aspects-là, mais nous touchent aussi dans nos métiers nous-mêmes. Donc on est en double niveau.
Et donc, ça va nous amener effectivement à... oui, je me suis un peu exercé. Il y a des images qui sont directement issues de l'IA. La présentation elle-même, la base, elle était générée par l'IA. Donc, c'est se regarder un peu en train de travailler. De mon histoire de ce soir, on improvise. Et donc, ça va nous amener à maîtriser les outils numériques, l'IA disciplinaire. La maîtrise des outils IA destinés à nos métiers, parce que ça commence à arriver, les évaluations de copies, les propositions de sujets, des constructions de référentiels. Enfin, il y a tout un arsenal maintenant qui pointe et qui est là et dont il faut qu'on s'empare. Parce que c'est assez efficace et ça va nous aider à faire des choses et à nous recentrer peut-être sur d'autres aspects de notre métier. Donc il faut aussi qu'on ait un rôle de facilitateur d'apprentissage, évidemment. Développer, alors j'ai mis l'esprit critique, c'est pour moi tout ce volet de développement des habiletés socio-comportementales, socio-cognitives, tout ce qu'on peut mettre là derrière. Donc là j'ai matérialisé par l'esprit critique, mais en fait c'est tout le volet des aptitudes comportementales qui est en question et qui par là... nous pose les questions qu'a évoquées tout à l'heure Christian. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut les évaluer? Comment on peut les développer? Quand on est dans l'APC, on rencontre cette difficulté. Et quand ça coince, voilà, quelqu'un qui coince sur l'autonomie, quelqu'un qui coince, tout à l'heure c'était sur le leadership, quelqu'un qui coince sur la pensée critique, comment on fait pour le décoincer? Voilà, c'est des questions qui sont en cours, sachant que l'APC est propice à ça. Donc c'est déjà pas mal, parce que c'est un sujet dans l'APC. Et donc on va aussi avoir à développer des pédagogies, donc dans nos situations d'apprentissage, intégrer le fait que l'IA est déjà là, quoi. Vous avez parlé de triche, de fraude, moi j'en parle pas dans l'APC, je dis utilisez, quoi. Si vous n'utilisez pas, vous êtes dépassé, quoi. C'est le message que j'ai avec les étudiants, c'est « Ah bon, vous n'avez pas utilisé l'IA ?» Comment ça se fait? Donc, ça veut dire que derrière, ça m'amène à avoir des nouvelles formes d'évaluation parce qu'il faut que j'intègre le fait qu'il recourt à l'IA. Voilà. Donc, conclusion et quelques perspectives. Comme l'a dit Bernard, c'est un travail en cours, hein, work in progress. Modèle en silo, bon, encore une fois, c'est un modèle. Il a servi. Il sert encore, il servira peut-être encore un peu. Mais actuellement, on ne peut pas nier la qualité des étudiants qui sortent avec ce modèle-là. Simplement, on va sans doute être embuté à plus ou moins long terme par rapport à toutes ces évolutions que j'ai indiquées et qui se traduisent directement par des changements dans le milieu professionnel. Il y a des tas d'exemples, on pourra en discuter au niveau des questions, mais actuellement, voilà, c'est déjà demain dans le monde professionnel, l'IA est déjà là. Et donc, cloisonner peut adopter aux évolutions et à l'adaptation aux attentes générées par les transformations sociétales. L'APC, qui est notre modèle, c'est un autre modèle, et c'est le modèle qu'on a choisi de déployer à l'université, qui est un cadre de transformation, permet le développement d'aptitudes génériques, les soft skills, l'intégration de situations adaptées en fonction des attentes professionnelles et une réactivité par rapport aux changements sociétaux rapides. Et la perspective, les perspectives qui nous attendent, alors moi je les vois plutôt enthousiasmantes, un renouveau pédagogique. Il faut repenser bien nos méthodes d'évaluation et d'apprentissage avec, pour moi, actuellement, vraiment la difficulté, si on peut parler comme ça, le point clair d'achoppement, c'est le rôle important des aptitudes comportementales des soft skills, et donc le corollaire, les déterminer, les évaluer. Alors merci s'il y a un référentiel et une norme, mais la question d'évaluation et de développement de ces soft skills, elle est clairement posée à l'heure actuelle. Et donc, pour nous, il va aussi falloir se former à l'APC, évidemment. Bon, là, à l'université, on a une certaine maturité, on peut revendiquer ces choses-là. Et aux outils numériques, évidemment, dont l'IA générative.
Et donc, il y a aussi des paliers, parce que là, on a parlé du couple, du tandem enseignant-étudiant, mais il y a aussi au niveau de l'établissement, il va falloir se doter d'outils, parce que qu'est-ce qu'on utilise? Des IA génératives, des IA disciplinaires. Et puis, la perspective, c'est justement de former ces professionnels. Alors, je me suis risqué à mettre augmenté, critique et agile de demain. Voilà, et donc ça c'était ma perspective, puis en guise de clin d'œil, donc comme je vous ai dit, je me suis fait pas mal aider par l'IA. Donc je vous ai fait un petit making-of. J'ai laissé aussi un peu des biais, j'avais déjà présenté la présentation en mode test. On m'a fait remarquer qu'il y a des biais, je dis oui, c'est normal, il y a un peu des biais, parce que l'idée c'est aussi que on s'interroge aussi sur ces aspects-là. Alors vous les avez peut-être vus, vous les avez pas vus, mais il y en a quelques-uns qui traînent. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurent. Le danger. Oui, vous l'avez vu celle-là? Non, j'ai pas compris. En fait, 2-3 fois, ils ont mis, je pense, des clauses de protection. Et apparemment, j'ai demandé des choses qui étaient très dangereuses. Voilà. Et notamment, oui, la question, alors peut-être vous ne voyez pas au fond de la classe, c'est fais-moi une illustration qui met en avant un enseignant qui pratique l'approche par compétence. Désolé, je ne peux pas générer d'image pour des requêtes dangereuses. Voilà. Donc vous allez avoir une prime de risque pour pratiquer la PC. Voilà, à ne pas montrer à tout le monde, parce que je pense que ça pourrait se retourner contre moi, évidemment. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions. Oui. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. C'est plus une réflexion qu'une question. Finalement, les étudiants se sont tous saisis de l'IA. Nous, on est toujours des Monsieur Jourdain dans beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on le pratique sans toujours s'en rendre compte, parce qu'on a justement de l'aide disciplinaire en ligne avec des applications, etc., de plus en plus complètes et intéressantes, qui nous facilitent le travail. Néanmoins, en effet, il y a le développement de la pensée critique. Et le développement de la pensée critique, il ne peut se faire que sur l'acquisition de savoir et savoir-faire. Et je crois qu'aujourd'hui, avec nos étudiants, c'est ce qui pêche un peu. Donc, comment l'IA va pouvoir nous aider finalement à développer encore plus leur esprit critique, leur pensée critique, pour que s'ils posent une requête et arrivent à produire un exposé, ils arrivent à en vérifier chaque partie, chaque détail et vérifier que c'est adapté à ce qu'on leur demande et surtout que ça respecte un cahier des charges. Alors, le passage à la PC, c'est pratiquement un changement de paradigme. Et il y a un mot que je n'ai pas commenté, je n'ai pas mis là, mais par contre, il est super important, c'est réflexif. C'est-à-dire que là, on se place en spectateur de ce qui se passe avec l'étudiant. Normalement, l'étudiant, quand on ramène la PC, c'est une dimension super importante pour moi, on replace l'étudiant au cœur de la dynamique d'apprentissage. Et on le rend responsable. Et ça, c'est pas évident. Il faut un peu de temps avant qu'il se l'approprie. Il y a du boulot parce que autant, je pense que dans les classes primaires, il y a cette dynamique-là, elle est enclenchée. Il y a une vallée de la mort, je pense, pour l'instant, un peu au collège. Je vois mes filles, elles en sortent, là, collège-lycée. Voilà, c'était un peu comme ça. Enfin, il y a un moment donné, elle a eu 2 ans d'approche par compétence et encore, c'est discutable. Et puis après, pouf, c'est revenu en disciplinaire. Et après, nous, on repasse avec cette dynamique qu'on essaye de mettre. Et là, les étudiants, moi, je le vois au quotidien, ils ont beaucoup du mal à se réapproprier cette dynamique. Par contre, quand elle est réappropriée, tu n'as plus de problème. Tu n'as plus cette difficulté-là, parce que c'est eux, c'est comme quoi, si tu veux pratiquer du golf, le sport à la mode par exemple, tu peux te dire, ouais, ok, allez, je fais une petite séance d'entraînement et puis je suis content. Non, si tu es moteur et si tu veux progresser, tu vas aller faire du golf. Voilà. Si tu veux jouer au tennis, tu peux avoir la même technique. Et la difficulté, c'est qu'il faut arriver à transposer ça dans le monde universitaire. Parce qu'on reste dans un rapport qui est encore élève-prof. Voilà. Et quand on arrive à changer cette perspective, il y a vraiment un changement de perspective. Là, tout à l'heure, j'ai mis, c'est de l'accompagnement.
En fait, on les accompagne. Et derrière, la dynamique, elle va au-delà quand tu arrives à penser ça. Tu n'as plus cette discussion-là. Ils intègrent. Tu es vraiment dans un monde où ils vont chercher à progresser. Alors, c'est un peu rêvé, c'est un peu idéal, mais ça se fait. Ça, je peux l'attester. J'ai des exemples. Alors, je ne suis pas venu avec mes vidéos, mais j'ai des petites vidéos d'étudiants qui montrent qu'ils sont conscients de tout ça et ils sont contents de l'avoir fait. 2-3 questions. Il reste 5 minutes avant qu'on puisse se diriger vers le buffet que vous avez vu qui s'est installé juste à côté de vous. Peut-être que vous avez envie d'aller vous substanter, mais je vois déjà une question dans la salle que je vous passe le micro. Bonjour. Selon vous, comment on peut réconcilier l'IA et la transition écologique? Parce que nos besoins en électricité, en énergie vont doubler d'ici 2030. Alors ça, c'est une question... en fait, c'est pas réconcilier, c'est la façon dont on construit. Là, je vais renvoyer un peu à la même considération. En fait, quand on prépare les étudiants, on leur donne les aptitudes à analyser ce genre de choses. C'est pas moi qui vais décider, c'est qu'à un moment donné, j'ai formé les acteurs qui vont regarder en se disant, est-ce que je prends ma voiture le matin pour aller au boulot? Est-ce que je prends le bus? De la même façon, est-ce que je prends une requête qui va coûter 50 recherches Google derrière? Donc c'est intrinsèque à ce qu'on fait. La pensée critique, elle s'applique à l'IA, mais elle s'applique aussi à un moment donné au fait que je vais utiliser l'IA. Voilà. Donc la réconciliation, pour moi, elle se fait, la fusion, elle se fait à partir du moment où on va mettre en perspective cette dynamique qui est à un moment donné toujours de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, dans quel contexte, et de te faire appel bien sûr à des savoirs, à des mesures, à des choses comme ça, et puis aussi à ma faculté d'analyser les problèmes et de dire oui je vais le faire comme ça ou non je vais le faire autrement, en mesurant la dimension multifactorielle qui est derrière et en essayant de choisir la meilleure solution. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, c'est comme ça que je traite avec les étudiants. On a ce genre de discussion. Enfin, à un moment donné, quand on arrive à un niveau... souvent, quand je dis que c'est gagné avec les étudiants, c'est quand je parle de métacognition. C'est quand on se regarde... c'est toujours l'histoire un petit peu de ce soir on improvise. Quand on se regarde un peu pédaler, qu'on pédale et qu'on analyse un petit peu tout ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça que je suis très enthousiaste, parce que quand on travaille comme ça avec les étudiants, on passe un palier il y a un effet de cliquet énorme, et on est dans une autre perspective. Il y a plein de questions qu'on se pose qui tombent parce qu'elles s'auto-résolvent. Finalement, il faudrait former nos étudiants bien en amont à toutes ces pratiques, parce que quand ils arrivent chez nous, c'est déjà un choc des cultures en fait. Quand ils arrivent du lycée, en L1, il y a un semestre d'adaptation. Pour certains, il y a plus qu'un semestre d'adaptation. Malgré l'accompagnement qu'on met en place, malgré l'approche par compétences qu'on a développée, malgré nos changements de pratiques pédagogiques. Donc, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir une discussion au niveau national et pour revoir un petit peu aussi les programmes de lycée par rapport à ça, pour qu'ils arrivent un petit peu plus armés face à ça, un petit peu plus compétents, de façon là, ça serait presque un double choc des cultures. C'est clair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai vécu à travers les expériences de mes deux filles qui sortent juste de là, et j'ai mon épouse qui est instite. Donc je vois très bien comment ils travaillent dans le primaire, où cette dynamique qu'on a là, ils l'ont déjà depuis un moment. Et effectivement, quand on passe en collège et en lycée, il y a des amorces. Il y a des collègues qui sont emparés de ça et qui le font, mais seulement ils sont un peu isolés. Ils le font. Moi, j'ai ma fille, ma Benjamine, elle l'a fait 2 ans en 6e et 5e. Et après, c'est retombé 4e, 3e. Donc c'est vrai qu'on a des étudiants qui arrivent qui sont déjà. C'est gravé là. Et ça, c'est des transitions, ça ne se décrète pas.
Je sais que nous, donc le master que j'anime, il est international, donc on récupère des étudiants, c'est vrai, sans doute un peu partout sur la planète, cet état de fait. Parce que on met pratiquement 2 ans à atteindre cet état-là. C'est-à-dire que le semestre 7, c'est un choc, et on pourrait presque dire c'est une catastrophe. Ça permet de discuter. Le semestre 8, c'est celui un peu de la transformation, et le semestre 9 de la consolidation. Et là, en stage, après, ils explosent. Mais on ne les prend pratiquement plus, sauf profil vraiment typique qu'on peut intégrer, on ne les prend plus en deuxième année parce que ça ne marche pas, on n'a pas ce temps d'intégration. Donc oui, il y a sans doute des choses à faire, il y a un travail de longue haleine. Bon, oui, en amont, ouais, de longue haleine, en amont, ouais. Merci beaucoup Laurent.